peut pas vendre tout moins cher sans limite. Il y a une juste répartition de la valeur entre les différents acteurs. Quand on est une place de marché, par exemple, il y a un vendeur, au milieu il y a la place de marché, après il y a un opérateur logistique. Il faut que chacun soit rémunéré pour son service, et donc tous les services ont un prix, ont une valeur. Donc vendre un t-shirt au prix d'un croissant, ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher de façon durable. Donc un bon pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément diminuer systématiquement les marges, vendre toujours plus bas. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'enregistrer cet épisode dans un cadre particulier, celui du One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Vous connaissez bien sûr cet événement, mais il est vrai que c'est bien ici que l'on plonge dans les grandes tendances du commerce. Et justement, parmi les évolutions majeures du secteur, il y a la transformation des comportements d'achat, entre la pression sur le pouvoir d'achat, la montée en puissance de la seconde main et une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. Le e-commerce est à un tournant, et pour en parler, Cédric Dufour, CEO de Rakuten France et Rakuten TV, est notre invité, arrivé à la tête de la plateforme en juillet dernier, 2024. Il pilote un acteur clé du commerce en ligne en France, pionnier de la marketplace et engagé en faveur d'un modèle plus inclusif et circulaire. Avec lui, nous allons aborder 3 grands axes de discussion. D'abord son parcours et le contexte de sa prise de poste, quel a été son cheminement jusqu'à Rakuten, quels défis attendent un CEO qui prend la tête d'une entreprise dans un marché en mutation et quelle est sa vision stratégique pour Rakuten France. Ensuite, nous explorerons les grandes transformations des comportements d'achat. La crise de l'inflation, bien que derrière nous, a laissé des traces. Les consommateurs cherchent toujours à optimiser leurs dépenses, à privilégier la seconde main et à consommer de manière plus responsable. Comment ces tendances impactent-elles le e-commerce ? Quelles nouvelles attentes émergent ? Enfin, nous verrons comment Rakuten répond à ces enjeux. Cédric nous expliquera le rôle que joue la plateforme dans cette évolution vers un commerce plus vertueux. Quels sont les engagements de Rakuten pour accompagner à la fois les commerçants et les consommateurs ? Un échange riche et passionnant en perspective, enregistré en plein cœur donc du One-to-One Monaco. Cédric, bienvenue dans les Digital Doers. Et pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril. Alors, je m'appelle Cédric Dufour, j'ai 53 ans et j'ai la chance de diriger effectivement Rakuten France et Rakuten TV, qui sont 2 filiales du groupe japonais Rakuten, né à la fin des années 90, en 1997. À Tokyo. J'ai commencé ma carrière il y a fort longtemps maintenant dans l'audit. Mais t'as un profil d'ingénieur, de commerce, de marketing, commerce. T'as fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce, dominante finance. Et j'ai commencé dans l'audit qui, à l'époque, était une sorte de 3e cycle et de fin de la formation avant
d'attaquer la vie professionnelle. Fraîchement, après 4 ans donc d'audit chez KPMG, j'ai rejoint Jennifer et c'était ma première expérience dans le retail en tant que directeur financier. Attends, qu'est-ce que ça t'a apporté l'audit? Tu dis comme un 3e cycle, tu retiens quoi? T'as fait ça combien d'années? J'ai fait ça 4 ans et demi. C'est une formidable école pour acquérir une culture générale de la finance, du contrôle de gestion, de la rigueur. J'ai eu la chance de travailler aussi bien sur ce qu'on appelait des missions récurrentes de commissariat aux comptes que sur des missions d'acquisition, des missions dites spéciales, missions d'acquisition. Donc on se doit de comprendre le business model d'une société, de valider le business model. Donc c'est une approche très pragmatique, c'est pas simplement de la comptabilité, c'est et de la compta et une vision globale du business des entreprises. Ça c'est les hands-on, mais c'est aussi, arrête-moi si je me trompe, une façon de travailler, des process qui te permettent d'analyser plus rapidement les choses? Oui, c'est très processé, puisqu'il y a toute une partie d'audit légal. On signe les comptes d'une société à la fin de l'année, donc il y a une partie très processée. Mais comme je disais, on avait la chance aussi en parallèle. Maintenant, c'est séparé. Tout ce qui est due diligence et les missions dites spéciales, c'est des équipes séparées. À l'époque, on faisait à peu près la moitié du temps des missions dites légales, donc avec beaucoup de process, et des missions d'acquisition qui nous permettaient là d'être un peu plus dans l'analyse d'un modèle économique, dans l'analyse de la pertinence d'un modèle économique, ce qui était passionnant. T'étais multisecteur ou t'étais focus? J'étais multisecteur, puisqu'à l'époque aussi, on était multisecteur. Donc, j'intervenais dans des banques, j'intervenais dans des sociétés qui fabriquaient du ciment, dans du retail. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai atterri chez Jennifer AP, puisque j'avais fait un audit d'acquisition de Troisi, qui était un fonds d'investissement qui venait de prendre une participation dans Jennifer. Jennifer, à l'époque, n'avait pas de directeur financier. Ils se sont dit, finalement, l'auditeur qui est venu nous auditer pendant 3 mois pourra faire l'affaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis les pieds chez Jennifer. Mais c'était aussi une volonté pour toi de passer côté client, entre guillemets, de rentrer Absolument. dans quelque chose de plus opérationnel. Je savais que j'avais envie de faire ça, exactement. Au bout de 3-4 ans, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus opérationnel. C'était mon plan initial quand je suis rentré chez KPMG. J'avais eu pas mal de propositions qui ne m'avaient pas vraiment séduite. Et celle-ci m'a intéressé parce que ça m'a permis, dès le début, d'être directeur financier. J'avais 26 ans. Alors aujourd'hui, on est souvent directeur financier à 26 ans, mais à l'époque, c'était pas fréquent. Et donc, j'étais ravi du grand saut vers l'inconnu. Et c'était un grand saut parce que c'était une création de poste. Et donc, je me souviens du moment de solitude. On est en quelle année à peu près, là, pour recontextualiser? Alors là, on est en 99. 99, tu rentres chez Jennifer, tu rentres dans le retail et tu veux en sortir ou pas? Non, voilà, j'en sors pas. J'en sors pas. Tu rentres à une période en plus qui est quand même assez formidable, puisque 99, c'est aussi la France qui devient de plus en plus numérique. Mais le retail, il est encore très, très, très physique. Il est encore très physique. On avait un jennifer.com à l'époque, je me souviens qu'on affichait sur tous nos sacs, c'était la publicité, mais c'était une vitrine. C'était pas un site marchand. Non, il n'y avait pas de c'était une vitrine, on ne se posait pas la question d'en faire un site marchand. Et c'était effectivement un réseau qui était très physique. On a mis en place le développement international de Jennifer à ce moment-là. Quand je suis arrivé, on était présent qu'en France. Ensuite, on s'est développé dans d'autres pays. Donc, il y avait d'autres problématiques, mais qui n'étaient effectivement pas celles du digital. Ta mission, elle dure combien de temps chez... Ma mission, elle dure... je pars au bout de 5 ans pour rejoindre Roche-Beaubois. Jennifer, avant Roche-Beaubois, tu retiens quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens? Parce que ça a été la découverte du secteur. Ça a été la découverte du retail, ça a été la découverte du poste de directeur financier. J'ai créé, on a lancé Jennifer International. Donc ça, c'était passionnant parce qu'évidemment, on est tenté de dire, voilà, ce qui a marché en France, on va le répliquer à l'international. Mais ça ne marche pas comme ça parce qu'évidemment, il y a des différences. Je me souviens très bien quand on était... Quand on a lancé en Espagne, évidemment, c'est le pays de Zara. Et donc, quand on lance un produit là-bas, il y a des différences de météo. Donc, il y a des différences de saison. Donc, ce qui marche en France à un moment ne marche pas encore en Espagne parce que la saison est décalée. Donc, toutes ces petites différences-là, il faut les prendre en compte. Et ça a été passionnant. On a racheté le Troisi, puisque l'actionnaire familial, en fait, qui avait vendu une participation à Troisi, a racheté Troisi. Donc, une opération de M&A aussi passionnante. Ça a été vraiment 5 années très riches en enseignement. Bon, et qu'est-ce qui te fait bouger vers Roche-Beaubois, qui est toujours dans le retail, mais on s'éloigne quand même fondamentalement de la mode?
Alors, on s'éloigne de la mode. Ce qui m'a plu chez Roche-Beaubois, c'est la complexité d'une ancienne comme Roche-Beaubois. Le groupe Roche-Beaubois est un groupe familial qui, à l'époque, avait 4 marques, Roche-Beaubois, Cure Center, Maison Coloniale et Natuzzi. On était distributeur de Natuzzi. Un réseau de magasins en propre, un réseau de franchisés présent dans le monde entier. J'ai été embauché comme directeur financier et ce qui m'a séduit, c'est d'abord le côté international qui était plus développé que chez Jennifer et la complexité de ce groupe avec énormément de sociétés et des marques différentes. Et j'aime bien résoudre des problèmes, j'aime bien les choses difficiles et ça m'a pas mal attiré chez Roche-Beaubois où j'ai passé 7 ans. 7 ans, et la même question, t'en ressors avec quoi? Qu'est-ce que tu as venu compléter finalement par rapport à ce que tu avais déjà appris? Alors j'ai une expérience plus opérationnelle encore que chez Jennifer. Je m'occupais également de la logistique, je m'occupais également des achats, je m'occupais t'as rajouté les cordes à ton arc. des RH, je m'occupais des systèmes d'information, ce qui n'était pas le cas chez Jennifer. T'étais presque un COO, non? Oui, j'étais presque un CEO, un secrétaire général, comme on disait un peu à l'ancienne. Au milieu de ces années-là, il y a eu la crise de 2008, avec évidemment sur le mobilier, a fortiori haut de gamme, il y avait des vrais sujets. Donc et comme c'est une société familiale où tous les membres tous les dirigeants sont assez hands-on. Il n'est pas question d'avoir un directeur financier très siloté qui reste dans son bureau. Donc je travaillais en étroite collaboration avec le CEO et le directeur général. On était tous les 3 membres du comité de direction et on a travaillé par exemple au repositionnement des marques. Alors même si c'était pas mon rôle au quotidien, on s'est posé la question en période de crise, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire évoluer les marques. On pourrait avoir tendance, quand on est un positionnement de gamme comme Roche-Beaubois, dans une période de crise, de dire on va baisser un peu les prix, on va essayer de diminuer un peu en gamme pour pouvoir répondre à cette crise. Notre réponse a été opposée, au contraire, affirmons notre positionnement haut de gamme, parce qu'il en va de la cohérence de la marque. Et puis à l'issue de cette crise-là, on voit qu'on a eu raison d'affirmer nos valeurs. Donc ça a été une expérience beaucoup plus vaste que celle que j'avais eue chez Jennifer et qui était très complémentaire de mon expérience précédente. Tu la continues vers où alors, ton expérience professionnelle? Alors ensuite, j'ai toujours eu la chance d'avoir, j'allais dire, un ange gardien ou des chasseurs de tête qui venaient s'intéresser à moi au moment où justement je me disais tiens, peut-être qu'il est temps de faire autre chose. Et là, mon ange gardien chasseur de tête est venu me chercher pour me proposer de rejoindre la Fnac comme directeur financier en Espagne. On aspirait avec ma femme à une expérience à l'étranger, donc c'était parfait. La Fnac, je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais évidemment en tant que consommateur, mais je ne connaissais pas le groupe. À l'époque, la Fnac faisait partie du groupe PPR. Je ne parlais pas espagnol, puisque j'avais étudié l'allemand et l'anglais. Donc j'étais pas forcément le candidat idéal, mais à l'époque, la Fnac voulait ouvrir un peu et renouveler son vivier de directeurs financiers et avait décidé de recruter ailleurs. Donc j'ai commencé au mois d'avril 2011, je me souviens, à la Fnac comme directeur financier. Mon premier challenge était de me mettre à l'espagnol. C'est ça. Parce que au siège, j'étais le seul français. C'était basé à Madrid. À Madrid, exactement. Au siège, j'étais le seul français. Dans le groupe Fnac, en général, en Espagne, on devait être 2-3 français. Et la langue de l'Espagne était l'espagnol, évidemment. Peu de réunions étaient en anglais. Donc, j'ai pris des cours intensifs. L'avantage, c'est que comme j'ai commencé en milieu d'année, au mois d'avril, ma femme et mes enfants sont restés à Paris. Donc moi, j'étais tout seul en Espagne toute la semaine, du lundi au vendredi. Ça me permettait d'être en immersion totale. Ouais. Et la méthode le modus operandi qu'on avait avec mes équipes, c'est que je leur parlais doucement français. Eux comprenaient mieux que l'anglais. Eux, ils me parlaient doucement espagnol. Moi, je comprenais à peu près mieux que quand ils me parlaient anglais. Et c'est comme ça qu'on s'est apprivoisé petit à petit. Et puis avec mes cours intensifs, j'écoutais la radio le soir en espagnol, je regardais la télé en espagnol. Et on va dire 3-4 mois, je comprenais à peu près tout. Et en 6 mois, 1 an, je parlais quasiment couramment espagnol. Est-ce que à cette occasion-là, tu as eu l'opportunité de croiser Enrique Martinez? Alors oui, tout à fait. J'ai croisé Enrique Martinez puisque je suis arrivé. C'est Enrique qui était patron de l'Espagne, donc on a passé 6 mois ensemble. Et ensuite, Alexandre Bompard l'a rapidement appelé à Paris pour prendre la direction générale de la France.
Et donc, on ne s'est finalement pas croisés si longtemps que ça. Je te pose la question parce qu'il a été assis à ta place, même si l'enregistrement n'a pas eu lieu à Monaco, mais dans les bureaux de Fnac Darty, à l'occasion du 200e numéro des Digital Doers. Et donc, je sais bien le parcours qu'a été le sien, d'où ma question. Tout à fait, nous nous sommes croisés effectivement pendant quelques mois. Tu es en Espagne, tu apprends... ton métier, tu continues, tu le sais, tu le perfectionnes. Est-ce que c'est une façon pour toi aussi d'apprendre ce que c'est que d'être dans une autre culture ? Alors, absolument. J'avais eu les deux expériences précédentes, Jennifer et Roche-Bourbois, c'était deux sociétés familiales, détenues par les familles. Dans les deux cas, il y avait un fonds minoritaire, mais c'était fortement familial. Là, quand j'ai rejoint Fnac, ça faisait partie de PPR, donc c'était une autre envergure, et j'étais heureux justement de rejoindre la filiale d'un grand groupe avec des process. Et je dirais que ça avait les avantages d'un grand groupe avec les moyens donnés à la filiale, et en même temps, Fnac Espagne était relativement indépendante, et donc on avait une grande autonomie localement. On est arrivé, ces 5 années ont été passionnantes chez Fnac parce que ça a été la remise à plat du modèle Fnac. Alexandre Bompard venait d'arriver quand j'ai intégré Fnac et on est passé d'un Fnac très magasin à un Fnac omnicanal. On a lancé la marketplace en Espagne. On a considérablement ouvert la gamme de produits Fnac avec des verticales nouvelles. Et autant la stratégie, évidemment, était la même d'un pays à l'autre, autant chaque pays avait la liberté, au sein de cette stratégie, d'y apporter des réponses différentes. Par exemple, on va vendre des produits nouveaux à la Fnac. Nous, on a décidé de vendre beaucoup de papeterie. Parce que ça marchait très bien en Espagne. La France a vendu des machines à café et des aspirateurs. Voilà, donc il y avait une certaine autonomie et ça a été des années importantes parce que vivre et participer à l'évolution du modèle économique Fnac a été absolument passionnant. Est-ce que dans cette évolution du modèle économique de la Fnac, en Espagne, mais comme en France, mais là en l'occurrence en Espagne, le digital est venu prendre une place ? Alors, absolument. Pour moi, le digital, quand je suis arrivé à la Fnac, de nouveau chez Roche-Bobois, on avait un site qui n'était pas marchand non plus. Donc, le digital, c'était assez abstrait et c'était une vitrine simplement. À la Fnac, déjà, le digital avait un point important. Fnac.es, en l'occurrence en Espagne, faisait un niveau significatif de revenus. Mais c'était considéré encore presque comme un concurrent des magasins et les magasins le voyaient. Il n'y avait pas de notion d'omnicanal. Ouais, avec un PNL à part. Un PNL à part. Et puis pourquoi ils vendent sur Internet ? Parce que finalement, ça nous pique des ventes, nous, dans les magasins. Et alors aujourd'hui, la notion d'omnicanal, c'est très galvaudé. Évidemment, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais Alexandre Bompard était assez visionnaire en disant, voilà, notre client est omnicanal. Notre client qui va acheter en magasin souvent prépare son achat sur Internet. Donc en fait, ce n'est pas des clients différents, c'est le même. Et il faut vraiment considérer le site Internet comme un complément de l'offre en magasin. Donc ça a été une révolution pour la Fnac qui était une société relativement ancienne. Et ça a été un changement de mindset qui a eu lieu petit à petit. Et il y a eu un autre changement de mindset toujours sur le digital, c'est l'arrivée de la marketplace. Là, c'était encore plus novateur. Et nous, en Espagne, elle a démarré quand je suis arrivé, où on a dit, voilà, notamment à ceux qui s'occupaient du site Internet, on va faire rentrer des marchands extérieurs pour vendre des produits concurrents aux nôtres. Alors, évidemment, la première action, c'est de se dire, mais à quoi bon faire rentrer de la concurrence et se tirer une balle dans le pied, puisqu'on a déjà, nous, tous ces produits-là. Mais finalement, c'est un côté vertueux, les marketplaces, puisque ça permet d'étendre l'offre, ça permet d'être certain qu'on a une offre de qualité, et ça nous force à être très pertinent sur l'assortiment que l'on propose à nos clients. Et cette marketplace en Espagne, comme c'était le cas en France d'ailleurs, n'a cessé de croître pendant des années. 5 ans à la Fnac, on a bien compris tout ce que tu en as retiré, tu viens de nous l'expliquer avec moult détails. Tu continues ta carrière, tu rentres en France ? Je rentre en France et je continue ma mue vers le digital. Ton ange gardien, toujours, qui était voilà, là. mon ange gardien qui était là. Et je passe d'un modèle omnicanal à un pure player. Je commence, j'atterris chez Price Minister à l'époque, puisque ça s'appelait Price Minister. C'était déjà détenu par le groupe Rakuten, mais ça s'appelait Price Minister. Et je rejoins Price Minister en tant que directeur général adjoint
donc CEO, et je m'occupais à l'époque de toutes les fonctions administratives, finances, juridiques, RH, du service client, des paiements et des systèmes d'information. Là, tu vas remplir cette mission pendant combien de temps ? Donc je remplis cette mission pendant 3 ans. Tu vas nous l'expliquer. 3 ans pendant laquelle tu vas découvrir encore une autre culture. Complètement parce que différente. Là, même si c'est Price Minister qui va finir par changer de nom pour prendre celui de Rakuten, tu rentres dans une organisation japonaise, asiatique. Les cultures sont différentes. Déjà, entre la France et l'Espagne, tu vas mesurer des différences culturelles. Mais on reste au sein de l'Europe, dans 2 pays latins. Là, le grand écart est quand même beaucoup plus fort, puisque tu as les process japonais. On sait à quel point c'est différent. Comment tu vis ça ? Alors, très différent en termes de culture, tu as raison, très différent aussi en termes d'activité, parce que passer d'un click and mortar à un magasin, à un pure player, c'est très différent. C'est très différent en agilité. Le produit, moi, le product, je ne savais même pas ce que c'était que les équipes produits. Il y avait du C2C, effectivement, qui était nouveau pour moi. Mais je dirais que, alors, comment j'ai réussi à m'adapter ça ? Par le passé, de Jennifer à Roche-Beaubois, c'était aussi un choc culturel important, et de Roche-Beaubois en France à la Fnac en Espagne, c'était aussi un choc. Donc, je dirais que j'ai eu la chance, par mon passé, de devoir m'adapter systématiquement à un environnement très changeant et très différent. Donc, de la même façon, je me suis adapté à ça. Et en plus, j'allais dire, c'est pas très compliqué de s'adapter à cette culture japonaise, parce que c'est une culture qui est très inclusive, très respectueuse, très agréable, et donc il faut en tirer toute sa quintessence, mais j'ai beaucoup aimé cette culture-là, d'autant que elle se mélangeait à la culture Price Minister, qui était déjà un précurseur dans le e-commerce en France. Et il y avait un juste équilibre entre les apports de Rakuten et la tradition, j'allais dire, de Price Minister. Une fois que tu es rentré dans Rakuten, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas quitter le groupe. Tu as appris un chemin vers Rakuten TV, si je ne dis pas de bêtises. Alors, juste avant Rakuten TV, de 2019 à 2021, je me suis occupé de plateformes de cashback en Europe. Avec le Covid qui arrivait au milieu, ça a été des années un peu compliquées. Et effectivement, en octobre 2021, on me propose gentiment de prendre la présidence de Rakuten TV. Et Rakuten TV, donc, c'est une plateforme de VOD et de streaming qui fait partie du groupe Rakuten et dont le siège est à Barcelone. Donc, retour dans la péninsule ibérique. Exactement, dans la péninsule ibérique. Alors cette fois-ci, dans un autre contexte, parce que Madrid et Barcelone, c'est pas tout à fait la même chose. Très différent. Une vie très différente, avec une culture très différente. Et en plus, cette fois-ci, je n'ai pas emmené femme et enfants, mais je commutais toutes les semaines et passais à peu près entre 3-4 jours à Barcelone, et je revenais à Paris en fin de semaine et pour passer le week-end. Alors là aussi, l'industrie, c'est donc l'industrie du streaming et de la VOD, rien à voir avec le e-commerce, donc c'était complètement nouveau pour moi. J'avais la chance de parler espagnol, donc ce qui aide. Alors, je parle pas catalan, ça, je m'y suis pas mis, mais le fait de connaître cette culture espagnole m'a quand même beaucoup aidé. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que j'ai remplacé le CEO précédent, était le fondateur de Rakuten TV, qui s'appelait à l'époque Waki. Il a fondé cette plateforme en 2010, il l'a vendue à Rakuten en 2012. Il en a été le PDG jusqu'en 2021, donc je prenais la place de quelqu'un qui avait considérablement marqué de son empreinte l'histoire de la société, qui avait embauché tout le comité exécutif. Voilà, donc c'était un gros challenge de prendre la suite. Ça s'est fait avec des grincements de dents un peu, ou comment ça s'est passé ? Ça s'est fait sans grincement de dents, ça s'est fait de façon assez smooth, parce que c'est ma façon de manager les équipes. Il y a eu beaucoup de surprises au début de la part des équipes en disant mais qui il est, lui, pourquoi il vient ici, il connaît rien au streaming, il connaît rien à la VOD, il n'est pas du sérail, entre guillemets, parce que beaucoup de gens de chez Rakuten TV venaient, toute la partie contenu, ils ont bossé dans des studios avant, chez Disney, chez Paramount, chez MGM. Tous les gens de la tech ont bossé avant chez Samsung, chez LG, parce qu'il y a évidemment le device numéro 1 de notre plateforme, c'est la télé. Donc voilà, moi j'arrivais avec le e-commerce, etc. Mais en même temps, c'est une industrie qui évolue beaucoup, qui se renouvelle constamment. Et je dirais l'œil neuf et le sang frais qui arrivait chez Rakuten TV, finalement a été très positif, parce que ça a permis de voir les choses un peu différemment, de prendre plus de hauteur
j'ai un style de management très différent aussi du précédent CEO. Donc je dirais que on a écrit une nouvelle page. Voilà, c'était un nouveau cycle. Rakuten TV avait besoin de commencer un nouveau cycle, et c'est un nouveau cycle que j'ai commencé donc en octobre 2021. Et c'est passionnant, c'est une industrie passionnante, ça évolue énormément. La notion de frénémie est très importante, c'est-à-dire on est en même temps friend et en même temps ennemi. On s'allie beaucoup avec nos concurrents. Nous, on travaille beaucoup avec les fabricants de télé, et les fabricants de télé aussi nous concurrencent sur le contenu. Et donc, il faut arriver à trouver le mariage pertinent et judicieux pour arriver à sortir son épingle du jeu. Donc, c'est une industrie que je trouve très intéressante. Et tu es toujours président de Rakuten TV. Et je suis toujours Rakuten, exactement. Et là, ça va nous permettre d'arriver justement sur ton nouveau rôle qui s'additionne à celui de président de Rakuten TV, en étant CEO de Rakuten France depuis juillet dernier. Absolument. Donc, je suis revenu chez Rakuten France comme CEO depuis juillet dernier. Donc, ça faisait finalement 5 ans que j'avais quitté Rakuten France, entre mon expérience de plateforme de cashback et Rakuten TV. Et donc, c'était assez intéressant de remettre les pieds là 5 ans après. Et finalement, ma première réaction, c'était en même temps de la stabilité, parce que une bonne partie des équipes étaient encore là, le modèle économique pas très différent, et en même temps très différent parce qu'il y avait une nouvelle dynamique, un marché, et on en parlera, qui avait considérablement évolué entre-temps, avec des nouveaux acteurs. Tu parlais de la seconde main qui a pris un poids important, l'inflation et le pouvoir d'achat qui est un sujet fondamental aussi. Donc c'était un mélange entre quelque chose de très familier que je connaissais et en même temps une différence. Le point commun étant que j'ai retrouvé ce qui pour moi caractérise Rakuten en France, c'est une énergie et une passion de la part de tous les collaborateurs qui est vraiment appréciable. On va revenir dessus, justement, tu m'aides dans la transition. Merci pour cette présentation de ton parcours passionnante. Je le disais en introduction, le marché, effectivement, en fait, il est clé, il faut le comprendre. Tu as un poste d'observation privilégié. Il a évolué, ce marché, tu l'as dit. Les habitudes de consommation ont évolué, marquées par beaucoup de choses, mais entre autres la crise de l'inflation et du pouvoir d'achat qui est venu modifier structurellement, je pense, les choses. La seconde main s'est vue jouer un rôle encore plus fort, qui avait été clairement initié par la prise de conscience environnementale d'un certain nombre de consommateurs. La pression des prix, enfin la sensibilité au prix est venue accélérer ce mouvement, donc ajouter une raison supplémentaire finalement au rôle de la seconde main. Bref, aujourd'hui, comment tu vois l'organisation de ce marché entre l'offre, la demande, le C2C, le B2C, le D2C, bref, comment c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Alors c'est beaucoup plus complexe, c'est la raison pour laquelle lorsque je suis arrivé, mes premiers mois, la priorité c'était de m'asseoir avec l'ensemble du Management Committee, qui est un organe de gouvernance chez Rakuten, et l'ensemble des managers, et de dire voilà, on va faire un point. Quelle est la situation ? La situation a évolué. Quand on a le nez dans le guidon, on oublie peut-être un peu de voir cette évolution de marché. Et donc, quel est le marché ? Qui sont les acteurs ? Comment s'organise cette concurrence ? Quels sont les enjeux ? Quelle anticipation aussi on voit ? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir systématiquement un train de retard et de s'adapter à la situation actuelle. Donc on a passé du temps à analyser ce marché. On a passé du temps aussi à analyser nos forces et les spécificités de Rakuten, compte tenu de l'historique de Rakuten, compte tenu de son appartenance à ce groupe japonais. Et ensuite, on a mis en place une stratégie croisant le marché. On va y venir sur la stratégie, mais avant d'y venir sur la stratégie, quelle est l'analyse que tu portes en dehors des murs même de Rakuten sur finalement, tu vois, cette ère de jeu, entre guillemets, business, dans laquelle vous allez vous positionnez. C'est quoi les grandes forces ? C'est quoi les grandes tendances qui se dessinent en dehors de ça, ou la complexité ? Alors la complexité justement, c'est que, donc, tu l'évoquais, la montée en puissance de la seconde main est évidente. Alors,
tu mentionnais le sujet de la sensibilité à l'environnement. Il y a également évidemment le pouvoir d'achat qui en général est d'ailleurs le critère numéro 1 pour pousser l'achat de seconde main. On a fait une étude récemment avec Ipsos qui montrait que la motivation première de l'achat seconde main, c'était le pouvoir d'achat, avant même la conscience environnementale, même si la conscience environnementale vient en numéro 2 et de plus en plus importante. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Le poids de cette seconde main, alors que ce soit des produits d'occasion, que ce soit des produits reconditionnés, évidemment, qui sont assez à la mode, j'allais dire, dans les produits techniques, mais il faut avoir cette offre-là pour les clients. Ensuite, le deuxième... Autre réponse au pouvoir d'achat, c'est vrai que l'inflation aujourd'hui est moins un sujet qu'il ne l'était il y a quelque temps. En revanche, la préoccupation du pouvoir d'achat reste entière, reste évidente. On le sent dans toutes les études, c'est le critère numéro 1. Donc là aussi, on se doit d'y répondre. On pourra en parler. Il y a plusieurs façons d'y répondre. J'ai fait une tribune récemment sur le bon pouvoir d'achat en disant... c'est quoi le bon pouvoir d'achat ? Le bon pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte la répartition de... On ne peut pas vendre tout moins cher sans limite. Il y a une juste répartition de la valeur entre les différents acteurs. Quand on est une place de marché, par exemple, il y a un vendeur, au milieu il y a la place de marché, après il y a un opérateur logistique. Il faut que chacun soit rémunéré pour son service, et donc tous les services ont un prix, ont une valeur. Donc vendre un t-shirt au prix d'un croissant, ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher de façon durable. Donc un bon pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément diminuer systématiquement les marges, vendre toujours plus bas. C'est aussi respecter le client. C'est aussi avoir un achat responsable. Responsable en termes de lutte contre la contrefaçon, c'est responsable en termes d'empreinte environnementale. Donc on essaye, nous, de répondre à cette préoccupation du pouvoir d'achat, évidemment en diminuant les prix grâce à notre programme de fidélité dont on parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais en fait ce que tu es en train de dire en filigrane, dis-moi si je me trompe, c'est finalement les concurrences dumpées par les régimes chinois, et là je pense à Chine et Temu, vient aussi concurrencer finalement ou apporter une réponse au pouvoir d'achat ou à la volonté de... Alors, je ne sais pas si ça apporte une réponse à long terme au pouvoir d'achat. Non, je la cautionne, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est une réalité, et c'est une concurrence, c'est une réalité, absolument. On pourrait tenter de dire mais non, parce que c'est des produits qui sont avec des prix moyens plus bas, etc. La réalité, c'est que c'est une concurrence, absolument, tout à fait. Et ça me fait arriver sur un deuxième point que je voudrais évoquer avec toi par rapport au marché, c'est justement le profil des consommateurs. Quand on parle de Chine et Temu, c'est produits qui sont vendus majoritairement à la génération Z, qui petit à petit touchent aussi les générations plus anciennes, donc ils sont en train de rentrer dans toutes les strates de la société. Concernant la seconde main, il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont un pouvoir d'achat relativement élevé, qui se tournent vers la seconde main pour des raisons environnementales, mais surtout rationnelles par rapport au prix, en se disant « Ouais, mais les prix, ils ont tellement augmenté, même si j'ai les moyens, quelque part, je vais avoir un achat intelligent en allant acheter sur de la seconde main. » On est convaincu de ça, et c'est la raison pour laquelle on est convaincu de la pertinence de notre modèle, qui est d'avoir sur la même plateforme des produits neufs et des produits de seconde main. Parce que justement, il y a des gens qui spontanément se disent pas forcément « Tiens, je vais acheter de la seconde main », mais ils veulent acheter un produit, donc ils font une recherche sur Rakuten, et on leur propose sur la même page des produits neufs et des produits de seconde main, et on leur dit voilà, vous choisissez. Et vous choisissez, et en plus on leur offre des garanties, parce que on a la conviction qu'un achat, même de produits d'occasion, l'expérience d'achat ne doit pas être dégradée. Donc on offre une garantie satisfait ou remboursé, y compris sur les produits d'occasion, pour dire voilà, même si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de rapporter cet objet. Donc effectivement, parce que les mêmes consommateurs peuvent certaines fois être intéressés par des produits neufs, et ces mêmes consommateurs certaines fois intéressés par des produits d'occasion, ça nous paraît important sur la même plateforme de leur offrir toutes ces possibilités d'achat. Et ils évoluent aussi sur les besoins, sur les produits qui sont prêts à acheter en seconde main, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 5, 6 ans, il était assez inconcevable d'aller acheter un produit de luxe d'occasion.
On va dire, oui, il y a Vestiaire Collective qui a un peu proposé certaines choses. Mais globalement, c'était quand même assez compliqué. Là, on voit que des concurrents, comme Vinted, veut se mettre à vendre aussi des produits de luxe. C'est bien parce que finalement, le consommateur, il se dit, ouais, mais je me fais un peu avoir, en fait, en achetant neuf un truc qui vaut très cher. Alors, je ne pense pas qu'il y ait cette... on a encore, nous, on vend encore beaucoup, évidemment, de produits neufs, heureusement. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un produit sur deux chez Rakuten qui sont neufs, et un produit sur deux qui sont des produits de seconde main, donc soit d'occasion, soit reconditionnés. Donc, il y a encore de la demande, évidemment, pour les produits neufs. Et voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir le choix. Et ce choix-là peut varier d'un moment à l'autre. Et une fois de plus, j'insiste, je pense que ce qui a beaucoup changé aussi dans la seconde main, c'est la garantie, le fait que Rakuten, c'est un site transactionnel. C'est-à-dire que toutes les transactions, quand on achète même de la seconde main, on paye sur Rakuten. Rakuten attend que le produit soit envoyé au consommateur, au client. Le client dit « j'ai bien réceptionné le produit » et dans ce cas, on libère l'argent. Donc en plus, il y a une sécurité. Ouais, c'est le rôle de tiers de confiance qui est fondamental pour une plateforme comme Rakuten. Ça fait 24 ans qu'on est tiers de confiance depuis Price Minister. Price Minister a commencé son modèle économique autour de la notion de tiers de confiance et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup parce que évidemment il y a le sujet de fraude potentielle sur des achats d'occasion ou de malfaçon. Voilà. Chez nous, on garantit que la transaction dans sa globalité sera de qualité, sera safe, qu'il n'y a pas de fraude au paiement, qu'il n'y a pas de contrefaçon. On a des armées. Alors maintenant, on est bien aidé par l'IA, on en parlera, mais on a des équipes, bien avant que l'IA existe, en interne, qui travaillent avec les marques, avec les douanes, avec les différents organismes pour veiller à ce que les produits en vente sur notre site soient des produits clean. Oui, et ça c'est fondamental, effectivement. Là, on va arriver sur la partie purement Rakuten, comment vous opérez finalement et adresser le marché dont on vient de parler. Pour revenir sur le marché et en conclure, je retiens que c'est un marché sur lequel les consommateurs sont quand même encore en mutation sur les comportements d'achat, fortement impliqués dans la seconde main, la recherche du prix, c'est quand même le critère numéro 1, évidemment. Les dimensions RSE, durabilité, c'est en critère 2, mais en critère 1, c'est la durabilité. Et puis, finalement, une extension complète des produits éligibles à la seconde main. Et c'est pas juste des vêtements ou juste de l'électronique, des smartphones ou des ordinateurs. Finalement, aujourd'hui, tout type de produit est quasiment éligible à la seconde main. C'est aussi un marché où la concurrence est féroce. Je l'ai vite identifié tout à l'heure là, avec Vinted, mais il y en a plein d'autres que je ne vais pas citer, mais que tu connais, que tout le monde connaît. C'est un marché concurrentiel. Justement, pour répondre à ça, et tu as commencé à apporter ces réponses-là, il y a le rôle de tiers de confiance, les process internes. Tu peux nous raconter un peu comment organise Rakuten l'offre, puisque l'offre, je disais, c'est du C2C, c'est du B2C, elle est variée. Lapsus, tu allais donner un autre qui va peut-être... D2C. On travaille effectivement sur ce qui caractérise Rakuten depuis le début, depuis 24 ans, c'est le fait qu'on a fait évoluer notre modèle pour justement suivre l'évolution des modes de consommation et pour anticiper ces modes de consommation. Price Minister, il y a 24 ans, ça vendait des CD, des DVD et des livres d'occasion. Ensuite... Par des particuliers. Par des particuliers à des particuliers. Ensuite, le B2C est arrivé, on a mis en place une solution de logistique également qui s'appelle Rakuten Fulfillment Network, dont on va parler après. On a lancé l'affiliation. Enfin, de façon générale, depuis 24 ans, on a fait preuve d'agilité et d'adaptabilité pour être certain de répondre aux besoins de nos clients et des consommateurs. Donc, sur l'offre, effectivement, la caractéristique, c'est d'avoir une offre variée, du B2C, du C2C, et finalement, le reflet de cette diversité-là, c'est la diversité de nos marchands. Les marchands, aujourd'hui, on a 12 000 marchands sur Rakuten, on a 10 000 marchands marketplace et 2 000 partenaires, j'y reviendrai tout à l'heure, et sur les 10 000 marchands marketplace, ça va du petit libraire du coin de la rue qui vend ses livres neufs ou d'occasion d'ailleurs sur notre plateforme, à Carrefour. Et donc on a une grande diversité d'offres, et la spécificité de Rakuten, c'est que on n'est que marketplace, c'est-à-dire qu'on ne vend rien en direct et on ne concurrence jamais
nos plateforme de mise en marchands. relation. C'est une plateforme de mise en relation. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nouer des relations avec des gens comme Carrefour, avec des gens comme Darty, avec des gens comme Boulanger, qui vendent chez nous. Et alors, qu'est-ce que tu leur proposes? C'est quoi le concept de dire à Carrefour, qu'à son site, qu'à son app, qu'à sa notoriété, d'ouvrir un shop, on pourrait dire presque un mall, Alors, c'est exactement ça. Ils ouvrent un store de la même façon qu'une marque ouvre un magasin dans un centre commercial. Nous, on est un centre commercial digital. C'est-à-dire que quand un Carrefour ou un Darty ou n'importe quel marchand ouvre un store chez Rakuten, il y a une boutique à son effigie, avec son branding, avec sa marque, son univers, sa politique commerciale au sein de Rakuten. Et donc ça leur permet de garder leur identité au sein de Rakuten. Et l'idée n'est pas du tout de mélanger leurs offres avec toutes les autres offres et de mettre ça dans un shaker. Le consommateur, l'utilisateur, il rentre sur le store de Carrefour comme il rentrerait dans un magasin Absolument. Carrefour. Alors il peut rentrer soit par le produit qu'il a emmené là, soit directement en disant je veux aller dans le store Carrefour chez Rakuten. Donc ça c'est important parce que c'est évidemment quelque chose que l'on propose à ces marques, c'est de garder leur identité. Ce qu'on leur vend également, c'est le fait que justement on ne va pas les concurrencer avec des produits en direct parce qu'on a accès à la data, aux données, on voit ce qui est vendu et on pourrait dire tiens ça marche bien, on va peut-être le vendre nous directement, on ne le fait pas. Ça c'est fondamental. On leur apporte quoi? On leur apporte notre trafic, entre 10 et 15 millions de visiteurs uniques par mois. Les études que l'on a faites avec nos partenaires montrent qu'il y a un chevauchement assez limité en fait, parce qu'évidemment ils pourraient se dire mais ces clients, il y a des clients qui sont déjà clients de Carrefour, de Darty, et finalement il y a une certaine cannibalisation, mais on se rend compte que la cannibalisation est assez faible, donc il y a une vraie valeur ajoutée, et c'est un vrai plus que l'on donne à ces marques-là. Et surtout ce qui est important, c'est que c'est le client qui choisit où il va aller acheter. Donc plus on multiplie les touchpoints avec ses clients, mieux c'est pour ces enseignes-là. Si le client voit des produits vendus par Carrefour mais par un autre vendeur, il va peut-être jamais les acheter à Carrefour. Donc c'est l'intérêt aussi d'une enseigne comme Carrefour ou comme Darty d'être présent sur d'autres marketplaces. Mais c'est important que ce soit sur des marketplaces dignes de confiance, que ce soit sur des marketplaces qui ne les concurrencent pas et qui apportent quelque chose de plus. On apporte également nos 13 millions de membres du Club Air à l'ensemble de ces enseignes-là. Attends, on va y revenir, mais le Carrefour qui vend ses produits sur Rakuten ou Darty ou Boulanger va les vendre au même prix que sur son site internet? Tout à fait. Et finalement, l'intérêt pour l'utilisateur de la plateforme Rakuten de passer par Rakuten pour aller acheter des produits Carrefour, c'est quoi? Alors, soit il est venu par le site Rakuten, il a cherché un produit et il a atterri chez Carrefour, et donc naturellement dans la poursuite de son parcours d'achat, il reste sur le site Rakuten pour l'acheter. Donc, et en plus de ça, il va bénéficier de cashback, puisque s'il est membre du Club Air, il bénéficie de 5% minimum de cashback sur son achat, ça peut aller jusqu'à 20%, et qui est un pourcentage de ses achats qui lui est rendu en cagnotte et qui peut ensuite dépenser sur le site. Ils sont financés par Rakuten? Ils sont financés par Rakuten, exactement. Et ensuite, pourquoi je dis que ça peut monter ces 5% à 15-20%? Parce que les marques peuvent également abonder et peuvent dire, moi je veux aussi participer à cette offre de cashback, notamment quand il y a des périodes promotionnelles, et donc ça permet aux clients de bénéficier de 20 ou 30% de cashback cofinancé par les marchands et par Rakuten. Ok, donc ça c'est pour le modèle B2C. Et le modèle C2C, tu le fais vivre comment? Et le modèle C2C, on a à peu près 50 millions d'offres de vendeurs particuliers qui vendent à d'autres particuliers. On a beaucoup de trafic C2C venant de l'ADN historique de Price Minister, qui était justement du C2C. Et on essaye de faire interagir le B2C et le C2C. L'économie circulaire, on veut qu'elle existe et que ce soit une réalité au sein de notre site. Donc quand quelqu'un achète un produit neuf en B2C, automatiquement on lui propose de revendre l'ancien en typiquement C2C. Le smartphone. Typiquement le smartphone, exactement. Quand quelqu'un achète un smartphone, on se dit probablement il en avait un avant, et donc sans savoir s'il en avait un avant, on lui propose de le revendre. Donc on essaye d'alimenter ces interactions entre B2C et C2C au sein de la plateforme. La question de l'IA, tu l'évoquais tout à l'heure, où est-ce qu'elle intervient et comment elle intervient? Est-ce qu'elle intervient sur justement
l'identification des produits frauduleux ou contrefaits? Alors, elle intervient à de multiples étapes chez Rakuten. Déjà, on a la chance, Rakuten en France, de faire partie du groupe Rakuten. Il y a 30 000 collaborateurs dans le groupe Rakuten et donc on bénéficie de la force de frappe en termes d'IA et on va dire de façon générale de développement. Il y a des centaines, des milliers de data scientists et de data ingénieurs au sein du groupe Rakuten qui travaillent pour l'ensemble des business de Rakuten. Donc, et en plus, notre chance, nous, chez Rakuten France, c'est qu'on a un modèle économique qui est assez proche du modèle économique de Ichiba, qui est la marketplace au Japon. Donc des solutions qui sont développées pour le Japon peuvent être transposées en France. C'est notamment le cas des outils de recommandation ou de search, où en rajoutant de l'IA dans la search et la recommandation, permet d'être plus pertinent dans les résultats et donc permet d'augmenter le volume d'affaires. Donc ça, on bénéficie. Dans le search, ça veut dire que le moteur essaye de comprendre un peu mieux la requête qui est posée. Absolument. Il va redéfinir la requête. Comment ça fonctionne? Oui, c'est une discussion en fait. Voilà, exactement. C'est qu'on évolue de mots-clés à des discussions pour arriver à un résultat de search plus pertinent. C'est exactement ça. Okay. Donc on a des solutions qu'on transpose du use case du Japon à la France, d'autres qui sont émises, où le besoin vient de nous, par exemple. La particularité de Rakuten par rapport à d'autres sites de C2C, justement, c'est que nous, on a un catalogue. C'est-à-dire que quand vous vendez quelque chose sur Rakuten France, même si c'est un produit d'occasion, il est rattaché à une fiche produit. Et s'il y a 100 différents articles qui sont vendus du même produit, ils sont tous rattachés à la même fiche produit. C'est pas la caverne d'Alibaba. Chez nous, c'est rangé. On range notre chambre. Et l'IA nous aide beaucoup à ranger notre chambre parce que l'IA permet de fusionner des fiches produits. Quand on se rend compte qu'il y a le même produit en fait qui est vendu par de multiples vendeurs, tout ça s'est rassemblé sur une fiche produit. Il y a une rationalisation finalement. Une rationalisation en fait qui sert tout le monde, qui sert l'acheteur parce que c'est beaucoup plus clair pour lui de voir les annonces. Et ça sert aussi le vendeur parce que ça maximise la probabilité de vente quand son produit est bien rangé. Et ça, l'IA nous permet de fusionner ces fiches produits. Et est-ce que ça va aussi un cran au-dessus sur la catégorisation ? Est-ce que l'IA va venir aider à optimiser la catégorisation ou pas encore ? Alors ça, on est en train de travailler sur des POC pour que notamment la reconnaissance d'image, parce que quand on va en C2C, ce qui est fondamental, c'est la simplicité de mise en vente. Et donc, aujourd'hui, par exemple, alors c'est pas avec l'IA, mais quand on vend un livre sur Rakuten, vous scannez le code barre du livre et automatiquement, ça reconnaît le livre, toutes ses caractéristiques. Et donc, en une seconde, on peut poster une offre simple. Aujourd'hui, on essaie avec des solutions d'IA de reconnaître les produits, de reconnaître les caractéristiques, la couleur, etc. C'est encore en phase de test, mais évidemment... Avec la reconnaissance d'image, je veux vendre mon tabouret, et avec mon smartphone, je prends une photo. Voilà. Et du coup, toute la fiche produit et le descriptif s'incrémente automatiquement parce que l'IA a reconnu soit la marque du tabouret, la couleur, les dimensions, etc. Et donc renseigne tout ça. Autre cas d'usage évident et assez utile de l'IA, c'est pour les bots, pour le service client. Nous, on parle à deux catégories de personnes. On parle à nos clients finaux, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont être livrés, comment faire pour faire un retour, etc. Et on parle aussi à nos marchands. Les 10 000 marchands, on converse régulièrement avec eux parce qu'ils Qui sont vos clients ? Qui sont également nos clients. Tu sais que dans le jargon de Rakuten, les clients finaux, on les appelle des customers, et les marchands, ils appellent des clients. Donc évidemment, on travaille pour eux, et c'est vraiment dans l'ADN de Rakuten. On parlait tout à l'heure de cet ADN japonais, de la culture japonaise. On travaille aussi bien pour les marchands que pour les clients finaux. Et ce sens du service pour les marchands est, selon nous, une vraie différenciation par rapport aux autres. Et donc aujourd'hui, on a deux outils, on a deux bots qui parlent aux clients finaux et aux marchands. 80% des interactions sont faites via ces bots et 20% évidemment sont des interactions humaines. Donc ça, c'est un autre exemple d'IA qui a été utilisé. Donc on a des équipes, nous, chez Rakuten France, d'IA en propre et on bénéficie surtout de la force de frappe du groupe. Mais ce qui est important chez Rakuten, c'est que on a un projet au niveau groupe qui s'appelle l'AInisation de Rakuten. Le but, c'est que cette culture de l'IA soit vraiment répartie dans tout le groupe. Tous les collaborateurs ont une formation IA pour savoir faire un prompt, pour savoir ce que peut apporter l'IA. Alors évidemment, c'est pas des ingénieurs, mais c'est on va dire une culture générale de l'IA
Et le PDG de Rakuten, Miki, a la conviction que si on maîtrise pas, que l'IA c'est comme Excel, Word et PowerPoint aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on maîtrise pas ces outils-là, on peut pas travailler dans une société. Si dans un an on maîtrise pas les bases de l'IA, on pourra pas non plus évoluer. Donc il y a vraiment voilà, c'est pas de l'IA washing qu'on fait chez nous. Il y a une vraie utilisation, une vraie approche pragmatique. Et finalement, pour augmenter l'ensemble des ressources humaines qui sont là, c'est ça, si je comprends bien, l'IA qui va venir augmenter leur capacité à travailler. Ou alors, est-ce que c'est l'IA appliquée à des process existants ? Alors justement, c'est les deux. C'est aussi augmenter les personnes existantes et améliorer la qualité du service pour nos consommateurs. Par exemple, l'IA qu'on met dans la recherche ou dans la recommandation, in fine, ça sert à quoi ? Ça sert à être plus pertinent. Et donc, le client, il a plus de chances de trouver des produits qui lui correspondent. Donc, c'est pour ça qu'on a une approche de l'IA qui est aussi bien orientée client qu'orientée process. Tu parlais tout à l'heure du fulfillment, de la solution fulfillment. Est-ce que tu peux nous la développer, puisque le fulfillment, on ne peut pas ne pas penser à Amazon Fulfillment, mais Amazon vend des produits en propre. Et donc, logiquement, a étendu sa proposition de service à des vendeurs tiers, opérant elle-même pour son compte les sujets logistiques. Ce n'est pas le cas de Rakuten. Comment vous en êtes arrivé à développer une offre de fulfillment et comment elle est opérée ? Alors effectivement, comme on ne vendait pas de produits directement, ça n'a pas été naturel et évident au début d'avoir une solution de fulfillment. Et finalement, et pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on écoute nos marchands, on discute beaucoup avec eux et eux nous ont dit on veut une solution, ça nous intéresse d'avoir une solution de fulfillment pour ne pas être dépendant d'autres grands acteurs de la place. Et donc proposez-nous une solution. Nous, on n'a pas d'entrepôt chez nous, on n'a pas de logisticiens. En revanche, on a mis en place une solution avec des partenaires. Donc, on a des entrepôts partenaires, on a des transporteurs partenaires, on a une solution technique que, pour le coup, on a développée nous. 3PL. Exactement. Et on a proposé cette solution aujourd'hui à nos marchands. Donc, nos marchands leur dit, si vous voulez, vous pouvez gérer votre stock et vos livraisons à partir de Rakuten Fulfillment Network, RFN. Aujourd'hui, on a à peu près 30% des volumes qui transitent par notre plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces marchands-là, quand ils ont leur stock dans les entrepôts de RFN, ils ne livrent pas simplement Rakuten, mais ils livrent également les autres plateformes à partir de RFN. Donc, ça a vraiment répondu au souci de rendre service à nos clients, justement, qui sont les marchands. Et je fais une petite digression sur ce que tu évoquais tout à l'heure, la culture de Rakuten et l'importance de cette culture pour le groupe. Le groupe Rakuten, quand il a été créé en 1997 par Miki Tanishan, qui est le PDG et le fondateur, c'était une marketplace. Et le but de cette marketplace, c'était pas du tout de disrupter le marché, d'aller s'opposer frontalement aux retailers classiques, pas du tout. C'était dans une dynamique, au contraire, de construction, d'empowerment, qui est un mot assez à la mode qu'on utilise dans le groupe, et d'aider les marchands à avoir accès à la large clientèle qu'il y a au Japon. Le Japon, c'est un pays qui est très étendu. Avant les marketplaces, avant Internet, les petits marchands du nord-est du Japon, ils n'avaient jamais accès à la clientèle du sud-ouest du Japon. Et donc, la raison pour laquelle Miki a créé cette marketplace, c'était justement de rassembler et de connecter ses vendeurs avec ses clients. D'où la notion de marketplace pure et de la commission qui était prélevée. Et d'où le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, puisque l'intention n'était pas du tout de concurrencier, mais au contraire d'aider. Et je dirais que c'est dans cette dynamique-là que s'inscrit l'offre de fulfillment, qui est d'apporter un service complémentaire à nos marchands. Merci pour ces précisions. Tu as commencé à en parler, le Club R, la relation client. Choyer ses clients, c'est fondamental. Ça rentre finalement dans le business model de Rakuten. Si Carrefour, Darty, Boulanger vient ouvrir un store chez vous, c'est aussi parce que vous avez une communauté qui est fidèle, qui est récompensée, et donc c'est un carrefour d'audience très qualifié. Comment tu décris en fait ? Quelles sont les méthodes ? Quels sont les grands enseignements de tout ça ? C'est quoi la stratégie derrière ? Alors, le Club R a été mis en place pour récompenser la fidélité de nos clients et l'encourager. Alors pourquoi récompenser et encourager ? Parce que
Il y a des niveaux chez Rakuten où on peut être Gold, Silver, Platinum, et plus on a des niveaux élevés, plus on récompense, plus on est généreux dans le cashback qu'on donne à nos clients. On n'investit pas, on m'a posé la question aujourd'hui au one-to-one, on dit mais pourquoi vous ne faites pas de publicité à la télé, il y a d'autres acteurs qui font de la publicité. Nous, l'argent, on le donne à nos clients. Plutôt que de le donner à des agences et à faire de la pub, on le donne à nos clients. Donc c'est vraiment on rend du pouvoir d'achat, on parlait du pouvoir d'achat tout à l'heure, on rend du pouvoir d'achat à nos clients avec ce système de cashback qui est très généreux, comme on l'évoquait tout à l'heure. Comme on est une marketplace, exclusivement, on n'a pas la main sur les prix. Les prix de vente, ils sont décidés évidemment par les marchands. Alors on a un accompagnement très étroit avec les marchands, on a des centaines de collaborateurs qui sont constamment en échange avec les clients, avec les marchands, qui les appellent, qui leur disent, vous savez, là, le positionnement prix sur tel produit, il n'est pas très bon. Alors on est aidé par des outils internes, mais à la fin, c'est 2 personnes qui se parlent au téléphone et on a un accompagnement très humain. Donc on essaye de les accompagner, de les choyer, de les augmenter en fait. Les augmenter, mais une fois de plus, on utilise l'IA pour détecter les sujets, mais après c'est la relation humaine. Et par le cashback, on arrive à incentiver les ventes et à faire des promotions. On ne peut pas baisser les prix parce que ce n'est pas nous qui gérons les prix. Et donc, si on veut augmenter les ventes, on est de plus en plus généreux sur le cashback. Je le disais tout à l'heure, il y a 13 millions de membres. Ce qui est important pour nous, c'est que notre programme de cashback et donc notre programme de fidélité, il est gratuit. On ne voulait pas qu'il y ait d'engagement, on voulait que ce soit simple. Et c'est assez simple, enfin c'est même très simple, et il suffit de s'inscrire, et ensuite on bénéficie du cashback. Ce cashback, il est réel sur les ventes que font les 10 000, sur les achats que font nos clients auprès des 10 000 marchands qui sont présents sur la marketplace de Rakuten, mais également auprès des 2000 partenaires qu'on a dans la partie affiliate. Alors c'est quoi affiliate ? C'est qu'il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas forcément disponibles sur notre plateforme, mais qui sont vendus par des gens comme Marionneau, qui sont vendus par des gens comme Nike, par Hotel.com si c'est des voyages par exemple. Et donc, si nos clients veulent acheter ça, ils cliquent sur le lien de ces marques-là, ils sont redirigés sur ces enseignes-là, et ils touchent également du cashback sur les achats en dehors de notre marketplace. Donc on essaye d'avoir un programme qui dépasse les frontières de notre marketplace et de couvrir aussi des achats sur des produits que l'on n'a pas et qui ne sont pas offerts par nos marchands. Sur les 13 millions de membres du Club Air, tous ne sont pas autant actifs les uns que les autres. Comment on anime finalement cette communauté ? Alors c'est une excellente question. Non, ils ne sont pas tous actifs. On essaye de les animer par du CRM justement, des emails, par des communications sur le site, par des communications sur les réseaux. Alors évidemment, il y a une réglementation assez stricte sur ce qu'on peut faire avec ces membres-là, suivant qu'ils nous ont donné ou pas l'autorisation de communiquer avec eux. Mais c'est un enjeu effectivement important de notre équipe marketing, c'est de veiller à entretenir cette communauté et de veiller à l'animer. Écoute Cédric, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin ? Ça fait bientôt 1 heure qu'on enregistre. J'ai l'impression qu'on a couvert quand même à peu près tout. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose ? Alors peut-être en conclusion et dans la continuité du parcours, de mon parcours que j'évoquais tout à l'heure avec le retail que j'ai connu au début, 100% magasin physique, et puis petit à petit le digital est arrivé, petit à petit l'omnicanal est arrivé, petit à petit les sites ont également ouvert leur page web à des marketplaces. Aujourd'hui, on se rend compte que les grands acteurs vendent aussi chez nous. Donc, ce qui est encore une avancée supplémentaire, on appelle ça en interne le click and mortar and platform. En disant, il y avait le mortar qui sont les magasins, le click est arrivé dessus avec les sites qui proposent, avec les réseaux qui proposent un site internet, ils ont ajouté la marketplace et maintenant ils vendent sur les plateformes. Ce que je trouve passionnant dans le retail, c'est
finalement que les codes d'antan du retail traditionnel sont complètement chamboulés. C'est plus une personne qui va dans un magasin qui achète, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la nécessité pour un retailer d'augmenter les points de contact avec ses clients pour maximiser les ventes. Et Rakuten, justement, est une solution que l'on offre à l'ensemble des marchands pour augmenter ces points de contact avec leurs clients. Et je trouve assez passionnant de voir ces codes traditionnels du retail qui sont modifiés et qui vont encore l'être dans le futur. Merci Cédric pour cet échange. Si jamais on veut rentrer en contact avec toi, LinkedIn est-il le meilleur moyen de le faire ? C'est un très bon moyen, oui. Bon. Très bien. Merci. Merci Cyril. Merci à vous tous, auditeurs, chers auditeurs, et merci pour les messages d'encouragement. Merci au One-to-One Retail e-commerce qui est en support de cet épisode et qui a lieu en ce moment. Et puis Cédric, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.